Je m'appelle Connor Vance, j'ai 34 ans. Il y a 2 mois, le soir de Thanksgiving, devant 20 membres de ma famille, mes parents ont offert à mon frère aîné un forfait croisière de 13 000 $ et m'ont donné un ticket de loterie froissé de 2 $ avec un sourire moqueur. Ils ne savaient pas que ce petit ticket allait tout changer. 100 millions de dollars changent tout, mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. Avant de vous raconter comment j'ai mis toute ma famille à genoux, veuillez me dire d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où mon histoire voyage. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette nuit-là. La nuit où la mèche a été allumée. L'air dans la maison de mes parents sentait toujours le pot pourri coûteux et le jugement. C'était une vaste demeure coloniale dans la banlieue du Connecticut. Le genre de maison achetée pour impressionner les voisins plutôt que pour y vivre. J'ai garé ma camionnette dans l'allée, loin sur le côté pour ne pas bloquer la vue de la nouvelle arrivée, une Porsche 911 argentée et élégante. Ce n'était pas celle de mon père. Elle appartenait à Julian. Ou du moins, le bail. Mon frère Julian a 2 ans de plus que moi. C'est l'enfant chéri. Le promoteur immobilier, le type qui porte des costumes coûtant plus cher que ma première voiture. Je suis architecte paysagiste. Je passe mes journées les mains sales, à concevoir des jardins et des espaces verts. Pour mes parents, Robert et Linda Vance, j'étais essentiellement un jardinier amélioré. Je suis entré dans la cuisine portant une tarte aux noix de pécan faite maison. Ma mère ne s'est même pas retournée de devant le four. Pose-la sur le comptoir. Connor, dit-elle d'une voix tendue. Et s'il te plaît, dis-moi que tu as changé de bottes. Je viens de faire refaire les sols. Je porte des chaussures de ville, maman, dis-je en regardant mes mocassins cirés. Bien. Julian est dans le salon et fait la cour. Va lui dire bonjour. C'était la dynamique. Julian faisait la cour. Je rendais hommage. Je suis entré dans le salon. Mon père versait du scotch, riant de quelque chose que Julian disait. Julian était assis sur le canapé en cuir, un bras drapé autour de sa femme, Elena. Elena avait l'air fatiguée. Elle avait toujours l'air fatiguée ces jours-ci, son sourire mince et fragile comme un vieux parchemin. Le voilà, s'écria Julian en levant son verre. L'homme de la terre. Comment vont les affaires de coupe de gazon, petit frère? Les affaires vont bien, Julian, dis-je, gardant ma voix stable. Nous venons de décrocher le contrat pour le nouveau parc municipal du centre-ville. Mignon, marmonna mon père en servant une nouvelle portion à Julian. Julian vient de conclure un accord pour un complexe de 12 étages à Miami. Ça, c'est construire quelque chose, Connor. Je pris une inspiration. J'y étais habitué. 34 ans de ça. J'ai vu ma grand-mère Rose assise dans son fauteuil roulant dans le coin. Elle avait 90 ans, frêle et surtout silencieuse ces jours-ci. Mes parents la traitaient comme un meuble dont ils ne pouvaient se débarrasser pour des raisons sentimentales. Mais quand j'ai croisé son regard, elle a cligné de l'œil. C'était un petit mouvement vif. Elle était la seule raison pour laquelle je venais encore à ces dîners. Le dîner était une production. Ma mère critiquait tout, de la dinde à la façon dont ma tante passait la sauce. Mais l'événement principal était toujours le dessert. Non pas à cause de la tarte, mais parce que c'était le moment où les gros cadeaux étaient échangés. C'était une tradition familiale des Vance d'afficher leur richesse pendant les fêtes. Mon père se leva, tapant sa fourchette contre son verre de vin en cristal. « Attention tout le monde » annonça-t-il. Linda et moi voulions faire quelque chose de spécial cette année. Cela a été une année difficile pour les affaires, mais la famille passe avant tout. Il fit un geste vers Julian. « Fils, viens ici. » Ma mère tendit à Julian une épaisse enveloppe dorée. Julian la déchira, feignant la surprise. Il en sortit une brochure glacée et un jeu de billets. « Non, c'est pas vrai » s'exclama Julian. Le forfait Suite Royale Caribéan pour 2 semaines. Première classe, mon père rayonnait. Pour toi, Elena, et nous. Nous avons tous besoin d'une pause. Nous partons mi-décembre. La pièce explosa. Mes tantes et oncles applaudirent. Julian serra ma mère dans ses bras. 13 000 $, murmura Julian assez fort pour que les voisins l'entendent. Vous êtes fous. C'est incroyable. Elena sourit, mais ses yeux ne se plissèrent pas. Elle semblait essayer de calculer quelque chose dans sa tête.
probablement comment elle allait survivre 2 semaines enfermée sur un bateau avec mes parents. Puis la pièce devint silencieuse. Mon père se tourna vers moi. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était le sourire d'un requin qui avait déjà mangé. « Et Connor, dit-il, nous ne t'avons pas oublié. » Ma mère s'approcha et me pressa une petite enveloppe mince dans la main. Elle n'était pas dorée. Elle était d'un blanc uni. « Ouvre-la, insista-t-elle. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait un seul ticket de loterie à gratter. Prix méga million de dollars. Il était légèrement froissé, comme s'il était resté au fond d'un sac à main pendant une semaine. « C'est tout ce qui convient à ta situation, Connor, dit ma mère, sa voix empreinte de ce ton doucereux et écœurant qu'elle utilisait quand elle voulait être cruelle en public. Nous pensions que tu avais plus besoin de chance que nous. Peut-être gagneras-tu 5 dollars. Achète-toi une nouvelle pelle, ajouta mon père en ricanant. Julien rit. C'était un rire sec. La chance est un pari risqué quand on n'a pas l'intelligence pour la soutenir, n'est-ce pas, petit frère? Les invités rirent. Un murmure d'amusement traversa la salle à manger. Je restais là, tenant le ticket de 2 dollars, tandis que mon frère tenait des vacances à 13 000 dollars. Mon visage brûlait, non pas de gêne, mais d'une colère froide et dure qui s'installait profondément dans mes entrailles. Je regardais le ticket. Puis je regardais mes parents. Merci, dis-je. Ma voix était calme. Terriblement calme. J'apprécie la pensée. Oh, ne sois pas si dramatique, ma mère fit un geste de la main. C'est juste pour rire. Assieds-toi. Je m'assis. Mais avant de le faire, je sentis une main froide et osseuse me saisir le poignet. Grand-mère Rose. Elle s'était rapprochée du bord de la table en fauteuil roulant. Ça suffit, dit-elle. Sa voix était mince, tremblante de vieillesse, mais l'autorité qui s'en dégageait a instantanément arrêté les rires. Vous ne pouvez pas le traiter ainsi. Pas devant tout le monde. Maman, s'il te plaît, mon père claqua. Tu confonds encore les choses. C'est une blague. Connor sait que c'est une blague. Je ne suis pas confuse, Gérald, dit grand-mère Rose. Elle me regarda. Ses yeux étaient larmoyants, bleus, et incroyablement vifs. Ils ne te voient pas, Connor. Ils ne t'ont jamais vu. Ma mère était déjà en mouvement. D'accord, ça suffit. Grand-mère est fatiguée. Trop d'excitation. Viens, maman. Allons te mettre dans la chambre d'amis. Je ne suis pas fatiguée, protesta grand-mère. Mais ma mère était plus forte. Elle saisit les poignées du fauteuil roulant et commença à le tourner. Alors qu'elle était emmenée, grand-mère Rose tordit son corps, luttant contre l'élan. Elle me regarda droit dans les yeux. Elle articula des mots que je ne pouvais pas entendre au-dessus du raclement des chaises. Je me penchai. Elle me fixa du regard et murmura assez fort pour que je sois le seul à l'entendre, appelle Thomas Smith cette semaine. Le dossier bleu. Quoi, demandai-je, confus. Thomas Smith était l'avocat de la famille, mais il avait pris sa retraite il y a des années. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ne les laisse pas prendre la maison, siffla-t-elle. Puis ma mère la poussa à travers l'encadrement de la porte et elle disparut. Je restais assis là, le ticket de loterie froissé dans mon poing. La conversation du dîner reprit autour de moi. Julien se vantait des commodités du navire. Mon père parlait des taux d'intérêt. Personne ne me regardait. J'étais de nouveau invisible. Mais les mots de ma grand-mère résonnaient dans mes oreilles comme une alarme incendie. Appelle Thomas Smith. Ne les laisse pas prendre la maison. La maison de grand-mère Rose était le seul endroit où je m'étais jamais senti en sécurité quand j'étais enfant. C'était une belle vieille victorienne à la lisière de la ville avec un immense jardin que je l'avais aidé à entretenir depuis l'âge de 5 ans. Mes parents avaient déménagé grand-mère chez eux il y a 1 an, affirmant qu'elle avait besoin de meilleurs soins, et la vieille maison était restée vide. Pourquoi quelqu'un prendrait-il la maison? Elle était payée depuis des décennies. Je regardais de nouveau le ticket de loterie. J'ai failli le froisser et le jeter à la poubelle. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce par dépit. Peut-être était-ce juste une habitude. Je le pliai soigneusement et le mis dans la poche intérieure de ma veste. Je ne le savais pas alors, mais je portais une bombe nucléaire dans ma poche et la mèche venait d'être allumée. Le dîner s'est éternisé pendant encore 2 heures.
J'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai acquiescé aux leçons de mon père sur l'ambition. J'ai souri aux conseils condescendants de Julien sur la façon dont je devrais développer ma petite entreprise de jardinage. J'étais le fils dévoué, le punching ball dont ils avaient besoin pour se sentir supérieurs. Mais mon esprit s'emballait. Ne les laisse pas prendre la maison. Vers 22 heures, la plupart des invités étaient partis. Julien et Elena restaient dans la suite d'invités principales. Mes parents étaient à la porte, disant au revoir à oncle Bob. Je leur ai dit que j'allais aux toilettes, mais je n'y suis pas allé. Je me suis glissé dans le couloir vers le bureau de mon père. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Cela semblait mal. J'avais 34 ans, je me faufilais dans la maison de mes parents comme un adolescent. Mais grand-mère Rose n'était pas sénile. Je le savais. Mes parents aimaient dire à tout le monde qu'elle perdait la tête. Mais chaque fois que je lui parlais, elle était aussi lucide qu'un couteau. Si elle disait que quelque chose n'allait pas, quelque chose n'allait pas. La porte du bureau était déverrouillée. Je l'ai poussée et me suis glissé à l'intérieur, laissant les lumières éteintes. Le clair de l'une de la fenêtre suffisait. Mon père était à l'ancienne. Il gardait des dossiers papier de tout. Dossier bleu, me suis-je murmuré. Je suis allé au classeur. Verrouillé, bien sûr. J'ai regardé le bureau. Des piles de papier étaient éparpillées sur la surface d'acajou. Ce n'était pas comme mon père. Il était généralement méticuleux. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone, gardant le faisceau bas. Des factures, des avis de retard. Une lettre d'une agence de recouvrement concernant une carte de crédit que je ne reconnaissais pas. Puis je l'ai vu. Non pas un dossier bleu, mais un document dépassant d'une pile de magazines automobiles. C'était un contrat de prêt. Je l'ai tiré. Ma respiration se coupa dans ma gorge. C'était un contrat de prêt privé. Prêteur à haut risque. Le genre d'endroit qui opère depuis un centre commercial et facture des taux d'intérêt qui frisaient l'illégalité. Le montant, 180 000 $. L'emprunteur, Gérald Vance. Co-emprunteur, Julien Vance. Je fixais les chiffres. Pourquoi mon père avait-il besoin de 180 000 $? Et pourquoi Julien, le magnate de l'immobilier millionnaire, co-signait-il un prêt à intérêt élevé au lieu de simplement prêter l'argent à papa? J'ai continué à creuser. Sous le contrat de prêt se trouvait le document de garantie. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Adresse de la propriété, 42 Oakland, la maison de grand-mère Rose. Ils avaient mis sa maison en garantie. La maison que mon grand-père avait construite. La maison qu'elle avait promis de ne jamais vendre. J'ai tourné à la page des signatures. Là, en bas, se trouvait Rose Mitchell. Mais la signature, elle était fausse. Elle était tremblante, irrégulière. Elle ressemblait à l'écriture de quelqu'un qui ne pouvait pas tenir un stylo fermement. J'ai regardé la date à côté de la signature. Le 15 juin. Mon sang se glaça. Je me souvenais du 15 juin. C'était la semaine où grand-mère était tombée et s'était cassé la hanche. Elle était à l'hôpital, fortement sous sédatifs et analgésiques. Elle ne savait même pas quel jour on était. Bâtard, murmurai-je dans la pièce sombre. Il lui avait fait signer sa maison alors qu'elle était sous morphine. Ou pire, ils avaient falsifié sa signature. Soudain, j'entendis des pas lourds dans le couloir. L'atout de mon père. Je remis les papiers exactement comme je les avais trouvés, éteignis ma lampe de poche et me cachai derrière les lourds rideaux de velours juste au moment où la porte s'ouvrait. Mon père entra, suivi de Julien. Je te le dis, papa, les intérêts nous rongent les entrailles. La voix de Julien était basse, urgente. Nous devons faire un paiement avant de partir pour la croisière. Je n'ai pas l'argent, Julien, mon père claqua. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'il ne l'avait semblé au dîner. J'ai liquidé le plan d'épargne retraite. L'atelier couvre à peine ses frais. Tu avais dit que cette affaire de Miami serait rentabilisée en novembre. C'est retardé. Juste quelques semaines, dit Julien, sa voix douce, s'exerçant à mentir. Une fois que ce sera fait, je rembourserai le prêt et la maison sera en sécurité. Grand-mère ne saura jamais. Elle suspecte, dit papa. Elle posait des questions sur l'acte de propriété la semaine dernière. Elle est sénile, ricana Julien.
Qui se soucie de ce qu'elle pense? Écoute, profite de la croisière. Je m'occuperai du prêteur. J'ai juste besoin que tu couvres les minimums des cartes de crédit pour qu'elles ne soient pas refusées pendant que nous serons dans les Caraïbes. Je suis à ma limite pour ce voyage, Julian. C'était censé être une célébration de ton succès. Ça l'est. Mon succès est à venir. J'ai juste un problème de trésorerie. Cela arrive à tous les promoteurs. Laisse Connor en dehors de ça. Si ce loser découvre que nous avons mis la maison en garantie. Connor? Pas Paris. Un rire cruel, dédaigneux. Connor ne comprendrait pas un bilan même si on le lui jetait à la figure. Il est trop occupé à jouer dans la terre. Ne t'inquiète pas pour lui. Ils quittèrent la pièce, fermant la porte derrière eux. J'ai attendu 5 minutes, tremblant de rage. Je n'étais pas juste un jardinier. Je dirigeais une entreprise d'architecture paysagère prospère. Je gérais des budgets, la paie de 15 employés et des contrats complexes. Mais pour eux, j'étais juste un enfant jouant dans la boue. Ils avaient volé la maison de grand-mère. Julian était fauché. Mon père était fauché. Et il partait en croisière à 13 000 $ pour faire semblant que tout allait bien. Je me suis glissé hors du bureau, suis retourné aux toilettes, et tiré la chasse d'eau pour couvrir mon bruit, et suis ressorti. « Tu pars déjà ?» demanda ma mère alors que j'enfilais mon manteau. « Oui, je commence tôt demain » dis-je. J'ai regardé Julian. Il faisait tournoyer son scotch, l'air suffisant. « Profite bien de la croisière, Julian. »« Oh, je le ferai » il sourit. « Essaie de ne tuer aucune plante pendant mon absence. » Je suis rentré en silence. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je suis entré dans mon appartement, un endroit modeste et propre rempli de plantes et de tables à dessin. Je me suis assis à mon îlot de cuisine et j'ai sorti le ticket de loterie froissée. Je l'avais oublié jusqu'à ce moment. Je l'ai regardé. 2 $, le prix de ma dignité, apparemment. Voyons ce que je vaux, murmurai-je. J'ai lancé l'application Méga Millions sur mon téléphone. Je ne m'attendais à rien. J'avais juste besoin d'une distraction de l'image de mon père et de mon frère conspirant pour voler une vieille femme. J'ai scanné le ticket. La petite roue sur l'écran a tourné. Numéro gagnant, 4, 11, 18, 22, 39. Mega Ball, 7. Ma ligne de ticket a 4, 11, 18, 22, 39. Mega Ball, 7. J'ai cligné des yeux. J'ai rafraîchi l'application. Félicitations. Je suis resté assis là. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sauté de joie. Je me sentais engourdi. Je suis allé sur le site officiel avec mon ordinateur portable. J'ai vérifié les numéros à nouveau. J'ai vérifié la date. C'était réel. Un gagnant. Connecticut. Option en espèces estimée, 100 millions de $. Après impôt, environ 60 millions de $. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. 60 millions de $. Il y a 10 minutes, j'étais le fils raté qui ne comprenait pas un bilan. Maintenant, j'avais assez d'argent pour acheter toute la fausse vie de Julian 10 fois. Mais la joie ne vint pas. Au lieu de cela, une clarté stratégique froide m'envahit. Si je leur disais, ils afflueraient. Ma mère m'aimerait soudainement. Mon père aurait besoin d'aide pour son entreprise. Julian aurait une opportunité d'investissement garantie. Ils prendraient tout comme ils avaient pris la maison de grand-mère. Non, dis-je à voix haute. J'ai regardé le ticket. Ce n'était pas une aubaine. C'était une arme. Grand-mère Rose a dit d'appeler Thomas Smith. Je me suis versé un verre d'eau. Mes mains ne tremblaient plus. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé ma directrice des opérations, Sarah, et je lui ai dit que j'avais une urgence familiale. Sarah était plus qu'une assistante. C'était ma meilleure amie, ma confidente, la seule personne à part grand-mère qui croyait en moi. « Tout va bien, Connor ?» a-t-elle demandé. « Non, dis-je. Mais ça va aller. » J'ai conduit jusqu'à la maison de retraite où vivait la femme de Thomas Smith. Je savais qu'il lui rendait visite tous les matins.
Je l'ai trouvé dans le hall lisant un journal. Il avait la soixantaine, portait un costume en tweed qui avait connu des jours meilleurs, mais ses yeux étaient vifs. « Monsieur Smith, ai-je demandé. Il leva les yeux. « Connor Vance, vous ressemblez tellement à votre grand-père. Grand-mère m'a dit de vous appeler. » Elle a mentionné un dossier bleu. Thomas plia son journal. Il regarda autour du hall, puis baissa la voix. « J'attendais que vous repreniez vos esprits. Votre grand-mère s'est inquiétée à mourir pour la maison, pour tout. Venez avec moi. » Nous sommes allés à son petit bureau annexe, en bas de la rue. Il a fermé la porte à clé et a sorti un dossier bleu de son coffre-fort. « Votre grand-mère ne faisait pas confiance à votre père, dit Thomas sans détour. Ni à votre frère. Elle savait qu'il lorgnait sur sa propriété il y a des années. Alors, il y a 10 ans, elle a créé une fiducie. » Une fiducie? Oui, une petite. Environ 500 000 $. C'était de l'argent que votre grand-père avait caché. Elle voulait que vous l'ayez à vos 35 ans. Mais étant donné les circonstances, ils ont hypothéqué la maison, Thomas. J'ai vu les papiers. Thomas, se frottant les tempes, je suspectais ce transfert de propriété. Si elle était sous médicaments, c'est contestable. Mais le contester coûte de l'argent, Connor. Des avocats, des frais de justice. Votre père et votre frère feront traîner les choses. Avez-vous les ressources pour une guerre? J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti le ticket de loterie froissé. Je l'ai posé sur son bureau d'acajou. Thomas, dis-je, je n'ai pas seulement des ressources. J'ai des codes nucléaires. Thomas a pris le ticket. Il a regardé les chiffres. Il m'a regardé. Ses yeux se sont agrandis derrière ses lunettes. Est-ce vérifié? 100 millions? Thomas Smith, un homme qui avait exercé le droit pendant 50 ans, s'est penché en arrière sur sa chaise et a laissé échapper un long sifflement. Eh bien, alors, sourit-il, un sourire de loup apparaissant sur son visage. Il semble que les rôles soient inversés. Qu'est-ce que vous voulez faire, Connor? Je veux sauver la maison de grand-mère, dis-je. Et je veux m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais lui faire de mal. Nous pouvons le faire, dit Thomas. Mais d'abord, nous devons sécuriser ce ticket. Une SARL, une réclamation anonyme, pas de conférence de presse. D'accord. Et il y a autre chose que vous devriez savoir, dit Thomas, ouvrant le dossier bleu. À propos de votre frère. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Votre tante Marlène est venue me voir la semaine dernière. Elle ne voulait pas vous le dire car elle ne voulait pas faire de scandale. Mais Julien n'est pas seulement fauché. Il est imprudent. Thomas fit glisser une photo sur le bureau. Elle était floue, prise avec un téléphone portable, mais assez claire. Julien, assis à un café en plein air, embrassant une femme qui n'était certainement pas Elena. Elle s'appelle Chloé, dit Thomas. Elle a 22 ans. Julien détourne de l'argent des comptes commerciaux de votre père pour payer son appartement en ville. C'est pourquoi votre père est fauché. Il a couvert les détournements de Julien pour le maintenir hors de prison. Je fixais la photo. La rage que j'avais ressentie la nuit dernière n'était rien comparé à cela. Mon père n'était pas seulement une victime des mauvaises affaires de Julien. Il était un complice. Il se ruinait et volait sa propre mère pour couvrir le fait que son enfant chéri était un voleur et un tricheur. Et Elena, pauvre Elena. D'accord, dis-je en me levant. Au travail. Quel est le plan? Demanda Thomas. Ils partent en croisière dans 3 jours, dis-je. Les 3 jours suivants furent un tourbillon d'adrénaline et de subterfuge. Je vivais une double vie. Le jour, j'étais Connor, l'architecte paysagiste, vérifiant les chantiers, acquiesçant poliment quand ma mère appelait pour me rappeler d'arroser ses hortensias pendant leur absence. La nuit, j'étais Connor, le multimillionnaire, complotant le démantèlement du château de cartes financier de ma famille. Thomas a créé la SARL. Nous l'avons nommée Egrintum Holdings. Une petite blague interne. La commission de la loterie a confirmé la victoire. L'argent allait arriver sur le compte de l'entreprise dans la semaine. Mais j'avais besoin de plus d'informations. Je devais parler à tante Marlène. Marlène était la sœur cadette de ma mère. Elle était la brebis galeuse parce qu'elle avait épousé un plombier et vivait dans une modeste maison de plain-pied.
refusant de jouer les jeux de statut d'aisance. Je l'ai appelé et lui ai demandé de nous rencontrer dans un restaurant en bordure de ville, un endroit où mes parents ne se seraient jamais montrés. Marlène avait l'air nerveuse. Elle remuait sans cesse son café, sa cuillère tintant contre la tasse en céramique. « Tu as parlé à Thomas ?» a-t-elle demandé. « Oui. Il m'a montré la photo. » Marlène a laissé échapper un soupir tremblant. « Oh, Connor, je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. Mais je ne pouvais pas le dire à Linda. Elle adore Julian. Si je lui avais dit que Julian volait et la trompait, elle m'aurait accusé d'être jalouse. Je sais, tante Marlène, mais j'ai besoin de détails. Thomas a dit que Julian détournait de l'argent. C'est pire que ça, murmura-t-elle. Mon mari Dave a fait des travaux sur les luxueux condos de Julian le mois dernier. Il a dit que le site était une ville fantôme. Pas de matériaux, pas d'ouvriers, juste une fondation. Julian prend des acomptes aux investisseurs et les dépense. Une escroquerie à la Ponzi, Connor. Et ton père, il essaie de colmater les brèches avec son propre argent. Le prêt? J'ai réalisé que les 180 000 $ hypothéqués sur la maison de grand-mère. C'était pour rembourser un investisseur qui voulait se retirer. Probablement Marlène hocha la tête. Et il y a plus. J'ai entendu Julian au téléphone lors de la fête d'anniversaire. Il a dit à cette fille, Chloé, qu'il attendait que la vieille mégère rende son dernier souffle pour pouvoir vendre la maison et effacer ses dettes. Ma main serra ma tasse de café si fort que je pensais qu'elle allait se briser. Il a dit ça à propos de grand-mère? Oui, et il a dit qu'il avait déjà rédigé les papiers de divorce pour Elena. Il attend juste après la croisière pour pouvoir la laisser avec la moitié de la dette. Une froide fureur s'installa dans ma poitrine. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de protéger les personnes vulnérables. Elena était innocente dans cette affaire. Grand-mère était une victime. Merci, Marlène, dis-je. Tu as été formidable. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle, l'air effrayé. Tu ne peux pas les combattre, Connor. Ils vont t'écraser. Julian connaît des gens. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Tante Marlène, tu me fais confiance? Bien sûr que oui. Tu es le seul de bon dans cette bande. Alors fais-moi confiance quand je te dis ça, ils n'écraseront personne. Plus maintenant. Je ne lui ai pas parlé de l'argent. Pas encore. Moins de gens le savaient, mieux c'était. La veille de la croisière, je suis allé chez mes parents. Je devais jouer le rôle une dernière fois. L'allée était le chaos. Des valises partout. Julian criait au téléphone à un chauffeur de taxi. Ma mère courait partout en me listant les corvées. Arroser les hortensias tous les 2 jours. Rentrer le courrier. Ne pas laisser l'alarme se déclencher. J'ai compris, maman, dis-je. Julian sortit, vêtu d'un costume en lin et de lunettes de soleil. Et, Connor. Assure-toi de vérifier l'huile de la voiture de papa pendant notre absence. Je l'ai empruntée la semaine dernière et elle faisait un bruit. Tu as emprunté la berline de papa? Qu'est-ce qui ne va pas avec la Porsche? Révision de routine, mentit-il sans ciller. Je connaissais la vérité. Il était en retard sur les paiements de location. Il cachait la voiture pour qu'elle ne soit pas saisie pendant son absence. Faites bon voyage, dis-je. Mon père me tapa sur l'épaule. C'était une main lourde et condescendante. Essaie de faire quelque chose de toi-même pendant notre absence, mon fils. Peut-être prendre quelques quarts de travail supplémentaires. Je ferai de mon mieux, papa. J'ai regardé la limousine s'éloigner, les emmenant à l'aéroport. Dès que les feux arrière ont disparu au coin de la rue, j'ai arrêté de faire signe. Ma posture s'est redressée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Thomas. Ils sont partis, dis-je. Exécuter la phase 1. Compris, dit Thomas. Les fonds ont été virés ce matin, Connor. Vous êtes officiellement liquide. Bien. Contactez le prêteur qui détient la créance sur la maison de grand-mère. Je veux acheter la dette. Connor, d'habitude nous négocions. Pas de négociation. Je veux acheter la créance au prix fort plus une prime s'il la transfère aujourd'hui. Je veux être celui qui détient l'hypothèque sur cette maison. Compris.
Green Thumb Holdings sera le nouveau détenteur de l'hypothèque d'ici la fin de la journée. Et les cartes de crédit? Achetez-les aussi. La dette commerciale de papa, les prêts personnels de Julien. Tout ce qui est en défaut ou sur le point de l'être. Je veux posséder chaque centime qu'ils doivent. Vous réalisez que cela va vous coûter environ 400 000 $ d'avance? Faites-le. J'ai raccroché et je suis allé à ma camionnette. Je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis rendu directement à la maison de retraite. Grand-mère Rose était assise près de la fenêtre, regardant le parking. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. « Ils sont partis ?» a-t-elle demandé. « Ils sont partis, grand-mère. »« Bon débarras » a-t-elle soufflé. « Tu as appelé Thomas. »« Oui, et grand-mère, nous devons parler. » Je me suis assis et j'ai tenu sa main. Je lui ai tout raconté. Pas la loterie, pas encore, mais le fait que je savais pour la maison, le prêt et le plan de Julien. Je le savais, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. J'ai essayé de le dire à ton père. Il n'a pas voulu écouter. Il pense que le soleil brille de Julien. Elle s'est interrompue. Connor, je ne veux pas perdre ma maison. Ton grand-père a construit ce Porsche de ses propres mains. Tu ne vas pas la perdre. Je te le promets. En fait, je vais commencer les rénovations la semaine prochaine. Des rénovations? Avec quel argent? J'ai souri. Disons simplement que j'ai enfin eu de la chance pour accompagner mon intelligence. Elle m'a regardé, étudiant mon visage. Elle a vu la confiance là. Quelque chose qui manquait depuis longtemps. Tu as l'air différent, a-t-elle dit. Cette nuit-là, j'étais assis dans mon bureau avec Sarah, mon assistante. Nous examinions le tableau de bord de la War Room. D'accord, dit Sarah, épinglant un relevé bancaire imprimé au mur. Donc, Julien doit 60 000 $ à cet entrepreneur, 40 000 $ à la société de leasing automobile, et apparemment il n'a pas payé les taxes de son condo depuis 2 ans. Et papa, ton père est dans le pétrin. Il a hypothéqué l'atelier automobile pour payer la caution de Julien l'année dernière. Savais-tu que Julien avait été arrêté? Non, dis-je, choqué. Pourquoi? Conduite en état d'ivresse et dommages matériels à Miami. Papa a payé 20 000 $ pour que l'affaire soit étouffée et qu'elle ne soit pas publiée dans les journaux. Incroyable. Donc, dit Sarah en reculant. Tu possèdes leur dette. Tu possèdes le prêt hypothécaire sur la maison de grand-mère. Quel est le but final, Connor? Le but final est la liberté, dis-je. Pour moi, pour grand-mère, et pour Elena si elle le souhaite. Et pour eux, une piqûre de rappel. Mon téléphone vibra. C'était un SMS de Julien. Et, frérot. Je viens de monter à bord. Le champagne coule à flot. Essaie de ne pas être trop jaloux. N'oublie pas le courrier. Une photo de lui et de mes parents tenant des flûtes de champagne, souriant comme des gagnants de loterie, était jointe. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré la photo à Thomas avec une note, ajouté ceci au dossier de preuve. La première semaine de leur croisière fut étrangement paisible. J'étais occupé, mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas stressé par l'argent. Thomas m'a appelé mardi. C'est fait. Green Thumb Holdings possède désormais l'hypothèque du 42 Oakland. Nous avons également acquis le billet à ordre du prêt commercial de votre père sur le marché secondaire. Ils étaient heureux de se défaire d'un actif en difficulté. En difficulté, dis-je, amusé. C'est un mot pour ça. De plus, j'ai une réunion pour vous avec Monsieur Henderson. Arthur Henderson, le magnate de l'immobilier milliardaire. Il cherchait un architecte paysagiste pour son nouveau domaine, et Thomas avait discrètement déposé mon portfolio sur son bureau. La réunion était pour jeudi. J'ai conduit jusqu'au bureau temporaire de Henderson dans un gratte-ciel loué. Je n'ai pas pris de limousine. J'ai pris ma camionnette. J'ai mis mon meilleur blazer, mais j'ai gardé mes bottes de travail. Monsieur Henderson était un homme sans fioriture d'une 60aine d'années. Il a examiné mes créations. Vous comprenez les plantes indigènes, a-t-il observé. La plupart des gens essaient de forcer les plantes tropicales dans ce climat. Vous travaillez avec la terre, pas contre elle. La nature gagne généralement, Monsieur Henderson, dis-je. Je préfère être du côté des gagnants. Il leva les yeux, m'étudiant.
Thomas me dit que vous avez récemment acquis du capital. Vous n'avez pas besoin de ce travail. Je n'ai pas besoin de l'argent, ai-je corrigé. Mais j'ai besoin du travail. C'est ce que je suis. L'argent ne me change pas. Henderson sourit. Bonne réponse. Vous êtes embauché. Et Connor, si jamais vous avez besoin de conseils sur la façon de gérer une liquidité soudaine, ma porte est ouverte. Je sais ce que c'est que d'avoir la famille qui rampe. J'apprécie cela, monsieur. Cette validation d'un homme qui avait bâti un empire signifiait plus pour moi que le gain de la loterie. Mes parents pensaient que j'étais un échec parce que je n'étais pas un requin comme Julian. Mais Henderson voyait de la valeur dans mon intégrité. Vendredi, le premier domino est tombé. J'étais chez grand-mère, rencontrant un entrepreneur pour discuter de la réparation du toit et de l'aménagement de la salle de bain pour qu'elle soit accessible aux personnes handicapées. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. Connor ? Sa voix était tendue. Paniqué. Et, papa. Comment vont les Caraïbes ? Il y a eu une erreur. Nous sommes en Jamaïque. Nous avons essayé de payer une excursion sur la côte et le dîner, et la carte a été refusée. La banque dit que le compte est gelé. Je savais exactement pourquoi. En tant que nouveau détenteur de la dette, j'avais instruit l'agence de recouvrement, qui agissait en mon nom, de geler les avoirs en raison du non-paiement. C'est étrange, dis-je, gardant ma voix décontractée. As-tu appelé la banque ? Je n'arrive pas à les joindre. C'est un numéro international. Écoute, les cartes de Julian aussi posent problème. Un problème de sécurité. Peux-tu envoyer 500 $ à mon compte Western Union ? Juste pour nous dépanner en attendant que je règle ça. 500 $? Une goutte d'eau dans l'océan. Je n'ai pas 500 $ à dépenser, papa, dis-je. Le loyer est dû la semaine prochaine. Tu sais comment c'est. Connor, c'est une urgence. Nous sommes coincés au port. Demande à Julian, suggérai-je. C'est le millionnaire, n'est-ce pas? Il a sûrement de l'argent. Julian n'a pas apporté d'argent liquide. Il déteste en avoir sur lui. Connor, s'il te plaît, mets-le sur ta carte de crédit. J'ai coupé ma carte de crédit, papa. J'essaie d'être financièrement responsable, comme tu me l'as toujours enseigné. Toi, inutile. Commença-t-il, puis se coupa. Bien, nous allons nous débrouiller. Il raccrocha. J'ai regardé l'entrepreneur. Alors, on peut commencer la rampe lundi? Bien sûr, Connor. J'ai pris une photo de la maison. Juste moi debout sur le porche, tenant un marteau de démolition. Je l'ai postée sur mon Instagram Story. Celle que je savais que Julian consultait obsessivement pour voir si je me plantais. Légende, projet de rénovation de maison bientôt en cours. Restaurer l'héritage. Je savais qu'il la verrait. Je savais qu'il paniquerait. Bien sûr, en moins d'une heure, mon téléphone a commencé à exploser. Appel manqué. Maman 3. Appel manqué. Julian 5. Appel manqué. Papa 2. Puis le message de tante Marlène est apparu sur le groupe de discussion familiale, qu'elle avait accidentellement oublié de quitter. Marlène, quelqu'un n'a-t-il entendu? Quelqu'un dans notre ville a gagné les 100 millions de dollars au méga million. A acheté le ticket à la station-service de la 4e rue. N'est-ce pas là que Linda a acheté les tickets? J'ai souri. Marlène jouait parfaitement son rôle. Le groupe de discussion a explosé. Oncle Bob, pas possible. 100 millions. Cousine Sarah, c'est insensé. Puis un message direct de ma mère. Maman, Connor, ce ticket que je t'ai donné, tu l'as toujours, n'est-ce pas? J'ai attendu 30 minutes avant de répondre. Moi, oui. Maman, vérifie les numéros maintenant. Moi, pourquoi? C'était juste un cadeau blague, n'est-ce pas? Approprié à ma situation. Maman, Connor, vérifie les numéros. Moi, je suis occupé à travailler. Je vérifierai plus tard. Le soir, j'avais 79 appels manqués. Le désespoir était palpable. Ils étaient piégés sur un bateau. Carte refusée. Entendant des rumeurs selon lesquelles le fils qu'ils avaient moqué pourrait être un multimillionnaire.
Et le voyant tenir un marteau de démolition devant la maison qu'ils avaient secrètement hypothéquée. C'était de la guerre psychologique et j'étais en train de gagner. J'ai envoyé un dernier message au groupe de discussion. Moi, tout le monde doit être en appel vidéo demain à 20 h, heure normale de l'Est. J'ai des nouvelles importantes concernant la maison et la loterie. Réunion de famille. Maman y sera. Papa trouvera le Wi-Fi. Julien, mieux vaut que ce soit une bonne nouvelle, frérot. Je me suis couché tôt cette nuit-là. J'ai dormi comme un bébé. Samedi 20 h. J'ai installé mon ordinateur portable dans mon bureau. J'avais soigneusement arrangé l'arrière-plan. Derrière moi, un tableau blanc couvert de dessins d'architecture. Mais plus important encore, des piles de documents légaux étaient soigneusement empilées sur le bureau. Je me suis connecté à l'appel Zoom. Les visages sont apparus instantanément. Mes parents et Julien étaient serrés autour d'un ordinateur portable, vraisemblablement dans le centre d'affaires du navire. Ils avaient l'air en sueur et stressés. Le coucher de soleil tropical derrière eux semblait moqueur en contraste avec leurs visages anxieux. Elena était en arrière-plan, regardant par une fenêtre, détachée. Connor. Maman a pratiquement piaillé. Nous essayons de t'appeler depuis 24 heures. Pourquoi ne réponds-tu pas? J'étais occupé, maman, dis-je. Ma voix était calme, autoritaire. Je n'étais plus le fils qui demandait l'approbation. J'étais le PDG de cette réunion. As-tu vérifié le ticket? Demanda papa. Marlène a dit que le gagnant venait de notre ville. C'était toi. C'était nous? Nous, répétai-je. Je pensais que tu m'avais donné le ticket. Nous sommes la famille. Julien claqua. Arrête de jouer, Connor. Tu as gagné ou non? Je me penchai en arrière sur ma chaise. Oui, j'ai gagné. Le cri qui sortit de la bouche de ma mère était assourdissant. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Nous sommes riches, Gérald. Nous sommes riches. Papa s'effondra sur sa chaise, le soulagement l'envahissant. Dieu merci, Connor. Fils, c'est une nouvelle incroyable. Combien? 100 millions, dis-je. L'option en espèces est d'environ 62 millions. 60 millions, Julien souffla, les yeux écarquillés. Le calculateur derrière ses yeux travaillait déjà. D'accord, frérot. Écoute. Tu as besoin d'une gestion professionnelle. Je connais les abris fiscaux. Je connais les comptes offshore. Ne signe rien avant mon retour. Nous pouvons doubler ça avec mon projet de Miami en 2 ans. Julien, l'interrompis-je. Stop. J'essaie juste d'aider. Tu ne sais pas comment gérer ce genre d'argent. En fait, si, dis-je. J'ai déjà engagé un avocat. Thomas Smith. Thomas? Papa fronça les sourcils. Il est à la retraite et il est trop conservateur. Tu as besoin d'un requin. J'ai assez de requins dans cette famille, dis-je. Avant de parler des gains, il y a d'autres questions financières dont nous devons discuter. Quelles questions? Demanda maman, impatiente. Transfère-nous de l'argent pour que nous puissions quitter ce navire. Nos cartes sont gelées. Je sais, dis-je. Je les ai gelées. Silence. Silence absolu. Quoi? Papa murmura. J'ai partagé mon écran. Un document est apparu. Ceci, dis-je, pointant le curseur. Est le billet à ordre pour ton prêt commercial, papa. 180 000 $. En défaut de paiement. J'ai cliqué sur suivant. Ceci est le contrat de garantie. 42 Oakland, la maison de grand-mère, signé par toi et Julien. Où as-tu eu ça? Julien se leva, le visage rouge. C'est confidentiel. Plus maintenant, dis-je. J'ai racheté la dette, Julien. Je possède le prêt. Je possède l'hypothèque sur la maison de grand-mère, et puisque tu es en défaut de paiement, j'ai engagé des procédures de saisie contre. Eh bien, contre vous. Tu ne peux pas faire ça, hurla papa. Je suis ton père. Et elle est ta mère, rugis-je. La façade calme se fissura, laissant transparaître la fureur. Vous avez volé une femme de 90 ans.
Vous avez hypothéqué le toit au-dessus de sa tête pour financer le faux train de vie de Julien. C'était un investissement, cria Julien. J'allais le rembourser. Avec quoi? Je cliquais à nouveau. Avec l'argent que tu as détourné de l'atelier de papa ou l'argent que tu as volé aux investisseurs du projet de Miami. J'ai affiché les relevés bancaires que Thomas avait acquis, les virements à Chloé, les dépenses. Qu'est-ce que c'est? Elena prit la parole. C'était la première fois qu'elle se retournait. Elle s'approcha de la caméra. Julien, qu'est-ce que Chloé dépense? Julien pâlit. C'est une consultante, Elena. Ne l'écoute pas. Voici une photo de votre consultante, dis-je, affichant la photo de Julien embrassant Chloé. Le son qu'Elena fit était déchirant. C'était un halètement qui se transforma en sanglots. Elle regarda Julien, puis le gifla violemment. Le son résonna à travers le microphone. Espèce de salaud, hurla-t-elle. Tu m'as dit que nous étions fauchés à cause du marché. Tu m'as dit que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Elena, bébé, attends. Ne me touche pas. Ma mère sanglotait maintenant. Connor, s'il te plaît, arrête. Pourquoi fais-tu ça? Tu as 60 millions de dollars. Tu peux arranger ça. Paye juste la dette et soyons de nouveau une famille. Arranger ça? Je la regardais. Vraiment? La regarder. Maman, tu m'as tendu un ticket de 2 dollars et tu m'as dit que c'était tout ce que je valais. Tu as ri de moi. Tu les as laissés me railler. C'était une blague. Non, ça ne l'était pas. C'était la vérité. C'était comme ça que vous me voyez vraiment. Eh bien, voici la vérité, maman. La famille ne vole pas les femmes de 90 ans. La famille ne trompe pas leurs femmes en vivant des retraites de leurs parents. Je suis désolé, gémit elle. Nous sommes désolés. Vous n'êtes pas désolé de l'avoir fait, dis-je froidement. Vous êtes désolé de vous être fait prendre. Et vous êtes désolé que le jardinier soit celui qui tient le chéquier. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda papa, la voix défaite. Voici l'accord, dis-je. J'ai remboursé l'hypothèque. La maison va dans une fiducie pour grand-mère. Vous n'y toucherez plus jamais. Julien, je transmets ces documents au procureur général de l'État. Vous allez être inculpé pour fraude. Tu envoies ton frère en prison. Ma mère halta. Il s'est envoyé en prison quand il a volé les investisseurs. Je ne fais que transmettre le courrier. Et Elena, dis-je, ma voix s'adoucissant. J'ai mis de côté un fonds juridique pour toi. Si tu veux divorcer, les meilleurs avocats de l'État sont payés. Je le veux, dit Elena, essuyant ses yeux. Elle lança un regard furieux à Julien. J'en ai marre. Connor, s'il te plaît, supplia Julien. Je ne peux pas aller en prison. Je suis faible. Je ne survivrai pas. Tu aurais dû y penser avant de parier la maison, dis-je. C'est le moment qui a tout changé. C'est quand je reprends le contrôle. J'ai regardé l'objectif de la caméra. Profitez du reste de la croisière. Vous devrez trouver comment payer la facture à la fin. Je ne la couvrirai pas. J'ai mis fin à l'appel. L'écran est devenu noir. Je suis resté assis dans le silence de mon bureau. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Les 48 heures suivantes furent une démonstration de chaos. Julien a tenté de fuir. Lorsque le navire a accosté à Miami, il a essayé de réserver un vol pour les îles Caïmans, mais les autorités l'attendaient. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul qui l'avait arnaqué. 2 de ces investisseurs de Miami avaient déposé plainte des semaines auparavant, et mes preuves furent le coup de grâce. Il a été arrêté à la douane. Les images de lui emmené menotté, portant son costume de croisière en lin, ont fait les nouvelles locales. Mes parents sont rentrés une semaine plus tard. Ils avaient dû emprunter de l'argent à oncle Bob pour payer leurs notes sur le navire et rentrer en classe économique. Je les attendais à la maison de grand-mère. Je l'avais réinstallée 2 jours auparavant. La rampe était terminée. Le jardin était taillé. Elle était assise sur le porche, buvant du thé. La berline de mon père s'est arrêtée. La Porsche avait déjà été saisie. Mes parents sont sortis. Ils semblaient avoir 10 ans de plus, défaits. Maman,
papa? J'ai hoché la tête. Pouvons-nous la voir, a demandé papa, en regardant le porche. Vous pouvez lui dire bonjour, dis-je, debout au milieu de l'allée. Mais vous n'entrez pas et vous ne restez pas. C'est la maison de ma mère. Papa s'est hérissé, essayant de retrouver son ancienne autorité. En fait, elle appartient maintenant à la fiducie Rose Mitchell, ai-je corrigé. Et je suis le fiduciaire. Vous n'avez aucun droit légal d'être sur cette propriété sans ma permission. Ma mère me regarda avec un mélange de haine et de peur. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Nous humilier. Je n'apprécie pas ça, maman. Je la protège. Je fis un geste vers grand-mère. Vous avez essayé de lui prendre la seule chose qui lui restait. Grand-mère Rose se leva. Elle se dirigea vers la rampe. Elle regarda son fils. Gérald, dit-elle. Maman, je suis désolé, papa commença à pleurer. J'étais désespéré. J'allais rembourser. Tu m'as brisé le cœur, Gérald, dit-elle doucement. Non pas parce que tu avais besoin d'argent, mais parce que tu pensais que je ne te le donnerais pas si tu le demandais. Tu l'as volé et tu as entraîné ce garçon avec toi. Je ne sais pas quoi faire, papa pleurait. L'atelier est parti. La maison. La banque saisit notre maison la semaine prochaine. Je sais, dis-je. J'ai racheté cette dette aussi. La tête de papa se leva brusquement. L'espoir vacillait dans ses yeux. Tu l'as fait? Alors nous pouvons rester. Non, dis-je. Je ne vous expulse pas immédiatement. Je vous donne 3 mois sans loyer pour trouver un emploi, un appartement, et recommencer. Mais la maison est vendue pour rembourser vos créanciers. Mais tu as des millions. Maman cria. Tu pourrais nous acheter un manoir. Je pourrais, acquiescer-je. Mais je ne le ferai pas, car si je vous arrange ça, vous n'apprendrez jamais. Vous trouverez juste un autre Julien à adorer et un autre Connor à rabaisser. Tu es un monstre, cracha-t-elle. Non, maman. Je suis juste le type qui connaît la valeur d'$1 et la valeur d'une signature. Je leur tournai le dos et montai les marches vers grand-mère. Je passai mon bras autour d'elle. Viens, grand-mère. Rentrons. Il commence à faire frais. Nous sommes entrés et avons fermé la lourde porte en chêne. J'ai regardé par le Judas mes parents remonter dans leur voiture et s'éloigner. Ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à une chirurgie. Douloureuse, sanglante, mais nécessaire pour enlever la pourriture afin que la guérison puisse enfin commencer. Cela fait exactement 12 mois depuis le jour où j'ai vu mes parents quitter la maison de grand-mère Rose. Leur voiture chargeait des vestiges d'une vie qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Les gens me demandent souvent si le temps guérit toutes les blessures. Je leur dis que le temps ne guérit rien. Il vous donne juste l'espace pour construire quelque chose de nouveau sur le tissu cicatriciel. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai construit la maison de grand-mère, le 42 O'Killan, n'est plus seulement une maison. C'est une forteresse de paix. J'ai passé les 6 premiers mois à y investir de l'argent et de la sueur. Je n'ai pas engagé de cabinet de design sophistiqué. J'ai fait l'architecture paysagère moi-même. Je voulais que ma grand-mère regarde par sa fenêtre et voie un monde qu'il aimait en retour. J'ai conçu un jardin sensoriel spécifiquement pour elle. J'ai planté des parterres de lavande et de romarin à hauteur de fauteuils roulants afin qu'elle puisse les toucher et sentir la terre sans se pencher. J'ai installé un bassin à carpe koi avec une douce cascade pour étouffer le bruit de la rue et le bruit du passé. Nous l'appelons le Jardin des Roses. Samedi dernier a eu lieu l'inauguration officielle. Ce n'était pas une affaire de famille privée. Je l'ai ouverte à la communauté. Je voulais que les voisins, ceux qui avaient chuchoté sur le scandale de la famille Vance, voient ce que nous avions créé. Le matin de l'ouverture, j'étais dans la cuisine à préparer du thé. La maison sentait la cire au citron et la pâtisserie fraîche, un contraste saisissant avec l'odeur de pot pourri coûteux et éventé qui étouffait autrefois l'air dans la maison de mes parents. Grand-mère Rose s'est déplacée en fauteuil roulant. Elle avait meilleure mine qu'elle ne l'avait eue depuis des années. Le stress de perdre sa maison s'était évaporé, remplacé par la sécurité de savoir qu'elle était en sécurité. « Tu portes cette cravate » a-t-elle commenté, en regardant ma cravate en soie. « C'est un grand jour, grand-mère. Monsieur Henderson vient. » Arthur Henderson? Elle a levé un sourcil.
Assure-toi de lui faire payer le double. Il peut se le permettre. J'ai ri. C'est en fait mon plus gros client maintenant. Nous venons de conclure le projet de parc botanique du centre-ville. C'est un contrat de plusieurs millions de dollars. Tu vois, elle sirota son thé. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de la loterie. Tu avais juste besoin que les mauvaises herbes soient enlevées de ton chemin pour que tu puisses grandir. C'était la vérité. Les 100 millions de dollars sont restés en grande partie intacts dans un portefeuille diversifié géré par le cabinet de Thomas Smith. Je vivais des revenus de mon entreprise d'architecture paysagère. L'argent de la loterie était un filet de sécurité, un trésor de guerre, mais ce n'était pas ma force vitale. Mon travail l'était. La fête a commencé à midi. Le jardin était rempli de monde. J'ai vu de vieux amis du lycée, des voisins, et même certains de mes anciens professeurs. Puis je l'ai vue, Elena. Elle était près du portail, l'air hésitant. Elle ne portait pas les vêtements de créateur que Julien la forçait à mettre. Elle portait une simple robe d'été et des sandales. Elle avait l'air plus jeune, plus légère. Je me suis approché d'elle. « Elena, je ne pensais pas que tu viendrais. » Elle a offert un petit sourire timide. J'ai vu l'invitation sur Facebook. Je voulais voir. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien, dit-elle. Et pour la première fois en 10 ans, je l'ai cru. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. J'ai repris mon nom de jeune fille. Je suis de nouveau Elena Russo. Félicitations, Elena Russo. Je travaille, a-t-elle continué, une étincelle de fierté dans les yeux. J'ai trouvé un emploi de parajuriste. Thomas m'a même écrit une lettre de recommandation. Je loue un petit studio près du palais de justice. C'est minuscule, mais c'est le mien. Je paie le loyer avec mon propre salaire. Ça a l'air parfait, dis-je. Elle a regardé ses mains. Connor, je voulais te remercier pour le fonds juridique. Je n'en ai pas touché la majeure partie, mais savoir qu'il était là, cela m'a donné le courage de partir. J'avais tellement peur de lui. Je pensais être piégé. Tu n'as jamais été piégée, Elena. Tu avais juste besoin d'une porte. Je voulais aussi m'excuser, dit-elle, sa voix baissant. Pour ces années, j'ai vu comment il te traitait. J'ai vu les roulements d'yeux, les commentaires sur ton travail. Je n'ai jamais participé, mais je n'ai jamais arrêté non plus. J'étais une lâche. Tu survivais, dis-je doucement. La survie nous fait faire des choses dont nous ne sommes pas fiers. Mais tu es sorti maintenant. Elle regarda le jardin, grand-mère Rose faisant la cour à un groupe de dames de son église. Il m'a écrit, tu sais, Julien, mes muscles se sont tendus. De prison. Oui, il attend sa sentence pour les accusations de fraude. Il voulait que je vende ma bague de fiançailles pour mettre de l'argent sur son compte de cantine. Elle rit, un son sec et incrédule. Tu peux y croire ? Après tout ça. Que as-tu fait ? J'ai vendu la bague, dit-elle. Je l'ai regardée, surpris. Et j'ai donné l'argent à un refuge pour femmes. Elle termina en souriant. Je lui ai envoyé le reçu. J'ai penché la tête en arrière et j'ai ri. Ça faisait du bien. Ça faisait propre. C'est la meilleure chose que j'ai entendue de toute l'année. Profite de la fête, Connor. Tu as construit quelque chose de magnifique ici. Tandis qu'elle s'éloignait, j'ai ressenti un sentiment d'apaisement. Elena allait bien. C'était une survivante. Plus tard cet après-midi, Monsieur Henderson est arrivé. Il a traversé le jardin avec l'œil critique d'un promoteur, acquiesçant au système de drainage et au choix de plantes. Impressionnant, Vance, dit-il. Vous savez, j'ai un projet à venir à Aspen. Haute altitude, terrain difficile. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la terre. Intéressé ? Je vous enverrai une proposition lundi, dis-je. Bon homme. Il baissa la voix. J'ai entendu parler de votre frère. 5 ans. C'est ce que le procureur demande. J'ai hoché la tête. Fraude, détournement de fonds, usurpation d'identité. Il s'avère que le projet de Miami n'était qu'un marais qu'il a acheté pour des cacahuètes et vendu à des investisseurs comme un terrain de bord de mer de premier choix. Et vos parents ? J'ai regardé vers le portail, m'attendant à moitié à ce qu'ils apparaissent et fassent une scène.
Mais la rue était vide. Ils survivent, dis-je. Je ne leur avais pas parlé depuis 6 mois, mais je savais où ils étaient. Tante Marlène me tenait au courant, bien que je ne le lui ai jamais demandé. Ils vivaient dans un appartement de 2 chambres dans le quartier sud de la ville, un quartier dont ils se moquaient autrefois. Papa avait trouvé un emploi de responsable de service dans une concession de voitures d'occasion. C'était une rétrogradation humiliante pour un homme qui possédait autrefois son propre atelier, mais cela payait les factures. Maman travaillait à la caisse d'une épicerie. Marlène m'a raconté que la première fois que maman a dû scanner les courses d'une de ses vieilles amies du country club, elle était allée dans la salle de pause et avait pleuré pendant 1 heure. Mais elle est retournée travailler. Elle devait le faire. Il n'avait pas de filet de sécurité, pas de Julien pour leur promettre des millions, pas de Connor pour réparer le toit. Il vivait enfin la réalité qu'il pouvait se permettre. C'est une dure leçon, dit Henderson, observant mon visage. Mais nécessaire. Alors que le soleil commençait à se coucher, les invités ont commencé à partir. La lumière de l'heure dorée frappait le chemin de pierre, rendant le jardin magique. Je me suis approché de grand-mère Rose. Elle était assise près du bassin à carpe koi, regardant son reflet dans l'eau. « Fatiguée ?» ai-je demandé. « Une bonne fatigue, dit-elle. »« Assieds-toi avec moi, Connor. » Je me suis assis sur le banc de pierre à côté de son fauteuil roulant. « J'ai quelque chose pour toi, dit-elle. » Elle fouilla dans la poche de son cardigan et en sortit une petite bourse de velours. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lourde chevalière en or. Elle était vieille, le blason usé par le temps. « La bague de grand-père, murmurai-je. Je ne l'avais pas vue depuis 20 ans. Je pensais que papa l'avait perdue. Il ne l'a pas perdue, dit grand-mère sèchement. Je la lui ai volée le jour où il a essayé de la mettre au clou pour acheter à Julien sa première voiture. Je l'ai gardée cachée dans ma trousse de couture depuis. Elle prit la bague et la plaça dans ma paume. Ton grand-père la portait tous les jours. Il a construit cette maison en portant cette bague. Ce n'était pas un homme de parole, Connor. C'était un homme d'action. Il croyait qu'il fallait prendre soin des siens, mais ne jamais laisser les siens te dévorer. Je le regrette, dis-je. Il serait fier de toi. Pas à cause de l'argent, mais parce que tu as eu le courage de couper le cordon. Il faut un homme fort pour soutenir sa famille, Connor. Il en faut un encore plus fort pour cesser de les entretenir dans leur comportement. Elle me regarda droit dans les yeux. Je savais, tu sais, je savais quoi, à propos du ticket de loterie avant l'appel vidéo. Je la fixais. Comment? Je n'en ai parlé à personne, sauf à Thomas et Marlène. Je l'ai vue, elle ricana doucement. Cette nuit-là, après que tout le monde ait quitté la table du dîner, je t'ai vu le mettre dans ta poche. Mais j'ai d'abord vu ton visage. Tu avais ce regard, le regard que ton grand-père avait quand il avait une main de poker gagnante, mais qu'il ne voulait pas effrayer les autres joueurs. Et puis, quand tu as commencé à réparer le toit avant que l'argent ne soit officiellement annoncé. Je savais. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je voulais voir ce que tu allais faire, dit-elle. L'argent révèle le caractère, Connor. Si Julien avait gagné, il aurait acheté un plus grand bateau et m'aurait laissé pourrir dans cette maison de retraite. Toi, tu as gagné, et la première chose que tu as faite a été de me construire une rampe. Elle me tapota la main. Tu as réussi le test, mon garçon. Tu es le patriarche maintenant. Cette bague t'appartient. Je glissai la bague à mon doigt. Elle me convenait parfaitement. Merci, grand-mère. Maintenant, dit-elle, tournant sa chaise vers la maison. Aide-moi à rentrer. La roue de la fortune commence et je me sens chanceuse ce soir. Je la poussai en fauteuil roulant le long du chemin, à travers le jardin que j'avais construit, vers la maison que j'avais sauvée. L'air était frais et vif. Pour la première fois de ma vie, je ne sentais pas l'ombre de mon frère ni le poids des attentes de mes parents. Je me sentais léger. Je suis assis dans ma camionnette, garée sur une falaise surplombant la ville. C'est un vieux Ford, le même que j'ai conduit à ce dîner de Thanksgiving il y a 1 an. J'aurais pu acheter une Ferrari. J'aurais pu en acheter une flotte. Mais j'aime cette camionnette. J'ai mes outils à l'arrière. Elle sent la terre et le travail acharné. Elle me rappelle qui je suis. Le moteur tourne au ralenti. Un grondement sourd qui vibre à travers le volant. En bas,
Les lumières de la ville s'allument. Quelque part dans ce réseau de lumière. Dans un petit complexe d'appartements près de l'autoroute, mes parents dînent. Peut-être du pain de viande. Peut-être des restes. Ils vivent une petite vie. Je ne les déteste plus. La haine demande trop d'énergie. C'est comme porter un sac de ciment autour du cou. Finalement, cela vous entraîne vers le bas. Je me sens indifférent. Une notification apparaît sur l'écran de mon téléphone. Papa, joyeux anniversaire, mon fils. J'espère que tu vas bien, papa. Je fixe le message. C'est mon anniversaire. J'avais en fait oublié. 35 ans aujourd'hui. Dans le passé, un tel texte m'aurait envoyé dans une spirale. Je l'aurais analysé pour y trouver un sens caché. Veut-il de l'argent? Essaie-t-il de me manipuler? Se soucie-t-il vraiment? Maintenant, je le vois juste pour ce qu'il est, un message texte. Je ne réponds pas. Je n'en ressens pas le besoin. Je ne leur dois pas mon temps, mes pensées ou mon pardon. Le pardon est un cadeau. Et en ce moment, je ne suis pas d'humeur à donner. Peut-être un jour, peut-être jamais. Et c'est bien ainsi. Je pose le téléphone et regarde le siège passager. Il y a un plan pour le projet Aspen. À côté, une glacière avec une part de gâteau que grand-mère Rose a fait pour moi. Je prends une bouchée du gâteau. C'est du chocolat, dense et riche, exactement comme je l'aime. Les gens me posent toujours la même question quand ils entendent cette histoire, l'argent a-t-il changé? Ils veulent une réponse dramatique. Ils veulent entendre que j'ai acheté une île ou que j'ai perdu mon âme. Mais la vérité est plus simple. L'argent ne m'a pas changé. L'argent a démasqué tout le monde. Il a agi comme un révélateur chimique dans une chambre noire. Il a fait ressortir les images cachées qui étaient là depuis le début. Il a montré la cupidité de mes parents. Il a montré la corruption de Julien. Il a montré la résilience d'Elena. Et il a montré ma propre force. J'ai passé 34 ans à attendre la permission d'être l'homme que je voulais être. Je pensais avoir besoin de l'approbation de mon père. Je pensais devoir être aussi bruyant et ostentatoire que Julien pour réussir. J'avais tort. Le succès ne se résume pas à la Porsche dans l'allée. C'est la paix dans la maison. C'est savoir que si tout brûlait demain, vous avez les compétences pour le reconstruire de vos propres mains. Je mets la camionnette en marche. J'ai un rendez-vous ce soir, non pas avec une top modèle ou une croqueuse de diamants, mais avec Sarah. Nous allons dans un petit restaurant italien sans prétention qui fait les meilleures lasagnes de l'État. Elle ne se soucie pas des millions. Elle était là quand j'étais juste le type avec la terre sous les ongles. Je descends la colline, laissant le point de vue derrière moi. La route devant est sombre, mais mes phares la transpercent, brillants et stables. Je suis Connor Vance. Je suis architecte paysagiste. Je suis un petit-fils. Et pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je dois être. Amis, si vous êtes restés avec moi tout au long de ce voyage, de ce ticket de 2 $ froissé à ce moment calme dans ma camionnette, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Nous passons tellement de nos vies à accepter les étiquettes de prix que d'autres personnes nous collent. Mes parents m'ont évalué à 2 $. Ils ont évalué mon frère à 13 000 $. Pendant des années, je les ai crus. J'ai marché en portant cet autocollant de réduction sur mon front, pensant que je valais moins parce que je ne correspondais pas à leur moule du succès. Mais voici la dure vérité. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont votre famille vous traite. Le sang fait la parenté. La loyauté fait la famille. Il y a une différence. On nous apprend que nous devons honorer nos parents et soutenir nos frères et sœurs quoi qu'il arrive. Mais la loyauté aveugle envers des personnes toxiques n'est pas de l'amour. C'est de l'autodestruction. J'ai dû apprendre que fixer des limites n'est pas un acte de guerre. C'est un acte de respect de soi. Reprendre la maison de grand-mère n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Couper les vivres à mes parents n'était pas de la cruauté. C'était le seul moyen de les empêcher de se noyer et de m'entraîner avec eux. Si vous êtes l'invisible de votre famille, si vous êtes celui qu'ils n'appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'avez pas besoin de gagner à la loterie pour vous libérer. Vous avez le pouvoir de quitter la table où le respect n'est plus servi.
Vous pouvez construire votre propre table. Vous pouvez planter votre propre jardin.